Docteur, première question. Tant que la situation du pays n'aurait pas changé, vous aurez toujours de femmes à soigner. Ça veut dire que c'est un problème de femmes, mais c'est un problème de système, de la gestion de ce pays. Alors, question directe. Au lieu de combattre les conséquences, pourquoi pas les causes? Quel est selon vous l'autre apport que vous pouvez faire dans ce pays pour apporter des changements, au-delà de ce que vous faites déjà? Parce qu'il y a peu, j'ai reçu une personnalité politique du pays, de la majorité, qui dit que ne vous occupez pas de la politique, vous êtes bon seulement pour soigner les femmes, contentez-vous-y. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci pour la question. Je crois que le combat que nous menons, c'est un combat pour la dignité humaine. Je crois que d'abord, je vais tout droit. Je ne peux pas accepter que quelqu'un m'enferme, me cloître dans sa pensée. Je suis un homme libre et j'utilise ma liberté pour m'exprimer sur tous les plans. Que ce soit le plan scientifique, que ce soit le plan politique, que ce soit le plan social. Je ne vois pas quelqu'un qui va venir me dire tu ne peux réfléchir que sur l'anatomie, mais tu n'as pas droit de réfléchir sur la physiologie. Je suis un homme libre, je suis un libre penseur, et je crois que pour cette personne qui réfléchit comme ça, j'ai dit, il ne peut pas m'enfermer. Ça va être très très difficile de m'enfermer dans un cocon et penser que je vais rester à réfléchir de façon cloisonnée. La situation de la femme au Congo est dramatique. Nous devons absolument prendre conscience que nos sœurs vivent dans des conditions inacceptables. Et si nous allons dans tous ces endroits pour opérer, nous allons opérer tout simplement puisque les femmes n'ont pas la possibilité d'avoir des soins obstétricaux de qualité. Et lorsqu'ils n'ont pas ces soins obstétricaux de qualité, qu'est-ce qui arrive? Nous trouvons des femmes qui perdent les urines pendant plusieurs années dans leur village. On accuse des sorcières, on accuse les belles-mères, etc. Alors que tout simplement, c'est l'absence d'une prise en charge obstétricale correcte. Donc, la première chose, je crois que dans ces pays, il faut savoir que nous sommes parmi les derniers pays au monde en termes de la mortalité maternelle. Ce n'est plus acceptable qu'on puisse continuer d'accepter que nos mères, nos sœurs, nos filles ne soient pas dans des conditions où elles peuvent accoucher correctement. Ça, c'est la première chose. C'est pour vous dire que la condition de la femme dans toute la République démocratique du Congo est catastrophique. La deuxième chose, en ce qui concerne les violences sexuelles, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il n'y a pas la sécurité, lorsqu'il n'y a pas la loi, les femmes peuvent ne pas le dire, mais je peux vous dire que même ici à Kinshasa, quand vous suivez la télévision ici, vous voyez qu'il y a des enfants qui sont violés. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme un peuple, de se mettre debout, comme un seul homme, pour dire qu'une petite fille qui a 5 ans, 6 ans, j'ai vu à la télévision, dans les télévisions quinoises, des enfants de 6 ans violés. Vous les avez vus. Est-ce que vous pensez que c'est normal que nous soyons fiers de ça? Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire, lorsqu'on est femme, on a droit au respect. Lorsqu'on est femme, on a droit à la protection. C'est vrai que les hommes aussi ont droit à cette protection, mais pour le moment, je trouve que nous avons, en fait, notre échelle, vraiment, nous avons descendu trop bas, puisque commencer à violer les enfants dans la capitale, je crois que ça ne nous honore pas. Dans toutes les zones de conflit, malheureusement, là où nous passons dans les zones de conflit, lorsqu'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la foi, malheureusement encore, ce sont les femmes qui payent. Je crois qu'unissons nos forces pour dire tout simplement, la femme a droit, la femme peut vivre dignement, puisqu'elle a droit à une protection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'occupe des conséquences. C'est pour cette raison, des conséquences, c'est pour cette raison qu'à l'hôpital de Panzi, nous avions monté un système de prise en charge que nous appelons
prise en charge holistique. Donc s'occuper de malades, pas seulement sur le plan physique, mais sur l'ensemble des problèmes que peut nous poser un malade. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'une femme a été violée, elle vient souvent avec des lésions physiques ou des conséquences physiques, des plaies ou des infections. Mais assez rapidement, vous comprenez que le viol, ce n'est pas seulement le fait de poser un acte physique, mais c'est aussi un acte de refuser à la victime son humanité. Vous refusez que ce n'est pas une personne. Parce que si vous la considérez comme une personne, vous devez respecter son intimité, vous devez respecter sa pensée, sa volonté, mais vous vous forcez, puisque vous considérez que cette personne n'a pas ses droits. Donc, je considère que c'est refuser son humanité. Et lorsqu'on refuse l'humanité à quelqu'un, son humanité, donc on considère cette personne soit comme un sous-homme, soit on considère que cette personne devient votre sujet. C'est une véritable réification de l'autre. Et ça a des conséquences psychologiques. C'est pour cette raison que notre deuxième volet de prise en charge, c'est soutenir les femmes sur le plan psychologique pour leur donner les armes qu'il faut pour qu'elles puissent réintégrer, donc restaurer non seulement leur physique, mais aussi leur mental. Être capable de se battre dans une société où elles se considèrent comme des êtres humains à part entière. Donc c'est le deuxième volet, la prise en charge psychologique. La troisième prise en charge que nous faisons, c'est la prise en charge socio-économique. Puisqu'une femme qui a été violée, rejetée, exclue dans la société, si vous ne l'aidez pas à se réinsérer dans la société, ça veut dire tout simplement que soit elle va aller vers la prostitution, puisque là, on ne la considère pas comme une femme, on peut l'utiliser comme on veut, à condition qu'il ait de quoi vivre. Et à quoi ça sert de soigner quelqu'un physiquement? C'est déranger pour restaurer cette personne sur le plan psychologique, pour enfin la donner comme une proie dans la rue. C'est pour cette raison que nous avons un programme de prise en charge socio-économique. Parce que nous considérons que lorsque la femme devient autonome sur le plan économique, elle a sa maison, elle a son business, elle a un travail, elle devient une personne à part entière, donc elle peut être capable de s'imposer dans la société. Et donc, le quatrième pilier, absolument, lorsque la femme, physiquement, elle se porte bien, psychologiquement, elle s'accepte, elle accepte son corps, sur le plan socio-économique, elle est réinsérée. Le dernier pilier, c'est la justice. Pourquoi c'est arrivé à moi? Et donc, nous avons des conseillers, nous avons des juristes qui prennent en charge ces femmes, qui essayent en fait d'apprendre à ces femmes leurs droits pour qu'elles soient capables de pouvoir réclamer leurs droits. Et ça, c'est soigner les conséquences. Mais sur le plan des causes, si aujourd'hui je ne suis pas au bloc opératoire, je suis à Kinshasa, c'est puisqu'effectivement, après 2 ans, 10 ans, aujourd'hui nous tendons vers 20 ans, en train de soigner les conséquences, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant de s'occuper des conséquences, il fallait s'occuper de la racine, la cause profonde. Et la cause profonde, c'est l'absence de sécurité, c'est la paix, c'est l'absence de la justice. Et c'est pour cette raison que, comme citoyen, comme intellectuel engagé, je suis un alerteur de la société et j'alerte. Je dis, il y a une situation qui ne marche pas. Mon peuple, tu dois te mettre debout pour que on puisse te respecter, t'écouter et te remettre ta dignité. Et ça, ce n'est plus quelque chose que tu peux faire au bloc opératoire,
il faut absolument que vous, les journalistes, vous puissiez vous impliquer, vous puissiez vous informer. Parce que si vous êtes informé, vous n'allez pas, en fait, juste écouter la propagande. Vous allez essayer de chercher l'information et traiter cette information correctement. Et je pense que, selon les informations que j'ai suivi ça même à la télévision, aujourd'hui, nos frères qui sont au Kasaï, non seulement il y a des massacres, mais il y a également ces problèmes de viol qui est en train de s'étendre dans notre société comme une métastase. Mais si nous restons à ce point-là, de toujours associer les choses et penser qu'il soigne puisqu'il veut être politique, il veut... Bon, moi je vous dis, on sera victime demain. Nous-mêmes, on sera victime. Et donc, absolument, nous nous occupons des conséquences. C'est pour cette raison que nous faisons un plaidoyer sur le plan national, mais aussi sur le plan international pour dire au Congo, nous avons besoin de la paix. C'est seulement dans un contexte de paix que nous pouvons sécuriser nos sœurs, nos filles et nos mamans. Très bien, docteur. C'est un îlot, excusez-moi de prendre ce terme, mais dans un océan de malheur. Il faudrait qu'il y ait plusieurs docteurs Mukwege pour arriver à résoudre la situation quand vous en parlez, même au Kasaï. Or, le problème aujourd'hui, moi je mets les pieds dans le plat, ce que certains pensent, le problème s'appelle Joseph Kabila. Le problème s'appelle le système Kabila, qui a fait en sorte que le Congolais soit clochardisé. Même l'intellectuel, c'est des cas rares, hein, de voir les docteurs Mukwege, les professeurs Mbata. L'intellectuel congolais aujourd'hui est connu pour être corrompu. L'éducation aujourd'hui est bafouée. Pour détruire une nation, on détruit son éducation et pas lui faire la guerre. Face à cette situation, les résolutions que vous allez prendre ici auront quel impact, auront quelle force de loi au regard de ce qui se passe au pays? Est-ce que ce sera un épiphénomène, ce sera de manière superfétatoire, ou est-ce qu'il faudra encore des mesures fortes ou des méthodes fortes pour pouvoir déraciner quelqu'un qui n'est pas entré par les élections, qui visiblement n'en sortira pas pareil? Mais vous avez très bien dit, je crois que le problème du Congo, c'est pas Kabila. Et si on se trompe en pensant que le problème du Congo, c'est un individu, on va changer Kabila, on va mettre quelqu'un qui va nous faire la même chose. Vous aviez suivi un politologue qui nous a tracé donc l'histoire du Congo sur le plan politique. Nous sommes dans une continuation depuis Léopold II. Mais je crois que le grand problème que nous avons, et vous l'aviez très bien dit, c'est le problème du système. Il faut démanteler le système dans son ensemble. Et je crois que ce n'est plus un secret, le système est en train de s'entretenir. Pourquoi? Puisque je crois que lorsque on paupérise la population au niveau où nous sommes aujourd'hui, où 80% d'après les statistiques vivent avec moins de $2 par jour. Pouvez-vous vous imaginer que dans ces conditions, les gens ne puissent pas être corrompus? Or, si vous refusez à un peuple l'éducation et que vous, en fait, vous corrompez, vous rendez la corruption être un système, c'est un peuple que vous dominez éternellement. Puisque de toute façon, à ce moment-là, chaque citoyen congolais a un prix. Mais moi, je crois que si nous devons vraiment nous attaquer au mal, il faut s'attaquer au mal à sa racine. Et la racine, c'est le système. Et le système qui fait que nous sommes non seulement dans la pauvreté extrême, une paupérisation, qui appelle la corruption, et le manque d'éducation. Et finalement, les gens, ils sont heureux, ils sont dans l'euphorie, alors qu'ils sont dans une pauvreté extrême. Vous avez vu, je ne sais pas si vous aviez remarqué, les hommes du système, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans nos quartiers avec quelques billets de banque et directement ils se trouvent autour d'eux des milliers de personnes qui jubilent puisqu'ils ont ramassé 1000 francs. Quelle honte, quelle humiliation. Il n'y a que le Congo qu'un homme politique peut sortir dans un quartier populaire et commencer à jeter l'argent. C'est un mépris. Mais à partir du moment où nous ne comprenons pas que c'est une forme de mépris, c'est une forme de nous refuser
notre même citoyenneté, nous ramassons le 1000 francs et nous oublions que nous avons droit à un travail digne, à un salaire digne. Et en fait, c'est une façon de continuer le système. On nous aveugle et nous célébrons, nous fêtons d'avoir ramassé 100 francs, 1000 francs. Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que vous, journalistes, peut-être aujourd'hui nous parlons des intellectuels, mais j'aurais bien voulu que les journalistes aussi ils en font partie. Fassent leur travail d'information. Et vous ne pouvez informer que lorsque vous cherchez l'information à la source. Connaître la vérité pour pouvoir en fait éclairer la nation. Vous êtes prêt pour diriger une transition. Certains estimaient déjà que, comme il y a des gens qui disent qu'il faut les révolutions populaires pour mettre Kabila hors d'état de nuire, d'autres pensent à une rébellion, des choses que nous ne souhaitons pas. Donc estime que vous êtes la personne, vous avez le profil assez parfait pour diriger une transition ici qui mettrait tout le monde d'accord. Serez-vous prêt à accomplir cette tâche? Je vous ai dit que j'étais un libre penseur et je ne peux pas interdire les gens de penser. Je crois que bon, les gens ont des opinions. S'ils expriment leurs opinions, ils sont responsables de ce qu'ils expriment. Et je ne peux pas leur dire ne pensez pas. Vous aviez dit que quand les élections auront lieu, je suis désolé, elles devraient déjà avoir lieu. Et donc là, nous sommes en train de tout simplement courir sur des promesses, mais les élections devraient déjà avoir lieu depuis l'année passée. Moi, je pense que c'est un droit constitutionnel. Nous nous battons au retour de l'ordre constitutionnel, puisque tout simplement nous considérons que chaque citoyen congolais a le droit de s'exprimer, chaque citoyen congolais a le droit de choisir son leader, et comment cette population va s'exprimer si on n'arrive pas à organiser les élections correctement. Parfois on fait semblant comme si au Congo on était dans une autre planète où on ne maîtrise pas l'électronique, où on ne maîtrise pas... Écoutez, messieurs, nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des Congolais compétents dans tous les domaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Congolais qui sont en train d'épater même à l'extérieur dans le monde occidental par rapport à leurs connaissances sur le plan électronique. Donc nous n'avons aucun prétexte de dire que nous sommes un peuple incapable de pouvoir organiser les élections. C'est tout simplement une distraction et je pense que le peuple congolais, en commençant par les intellectuels, nous devons refuser cette façon de nous réifier et faire de nous comme si nous étions des incapables. Les élections peuvent être organisées au Congo, c'est possible. Je pense que les moyens que nous avons aujourd'hui sur le plan, les moyens technologiques permettent d'organiser les élections, même si quelqu'un n'a pas été à l'école. Une vieille femme, elle est capable de savoir c'est cette personne que je veux et placer son index et elle peut voter sans pouvoir écrire. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? Et aujourd'hui, je crois que ces élections, vous aviez très bien compris que c'est la base qui va arracher ces élections. On a eu des dialogues, des négociations, mais à chaque fois on s'est réunis au sommet, on fait la distribution des postes et la distribution d'argent et on se retrouve à la case de départ. Et donc moi je crois que ces élections, c'est le peuple qui va les arracher. Quand c'est le peuple qui va décider. Quand le peuple dira nous voulons les élections, ces élections auront lieu. Et je ne pense pas que nous devons continuer à espérer que les gens, si on nous a déjà trompés une fois, deux fois, comment vous pouvez penser que nous allons croire que pour la troisième fois, ça va être la bonne? Moi, je n'y crois pas. Je crois que la liberté, ça s'arrache. Et la liberté a un prix. Vous savez, le professeur d'université, les intellectuels, c'est eux qui donnent la forme. Éduquer, c'est donner la forme à la jeunesse. Et je pense que notre espoir par rapport à cette conférence, c'est que les éducateurs puissent prendre
conscience qu'ils ont un rôle important à jouer dans la société, puisqu'en fait, c'est eux, ce sont les éducateurs qui ont fait que nous tous nous soyons ce que nous sommes. Quel est le message que les éducateurs donnent à la jeunesse pour permettre à ce que cette jeunesse puisse prendre ses responsabilités en main et pouvoir amener les changements voulus? Je crois que ce manifeste va avoir cette particularité. Je crois que vous aviez suivi, il y a des professeurs qui pensent qu'il faut complètement innover l'université, puisque aujourd'hui l'université ne répond plus aux attentes. Et donc, moi je crois que vous sentez là que, en fait, tout en travaillant à la base, puisque c'est ça notre façon de faire, on n'est pas dans des négociations de la cité de l'OIA, on n'est pas dans ces... mais on travaille avec la base. Et là, quand vous sentez que l'éducateur lui-même remet en cause les systèmes d'éducation, c'est déjà un bon départ, puisque lorsqu'on ne peut pas avoir cette capacité, cet esprit critique pour dire ce que nous faisons ne répond plus à la demande de la société, on ne peut pas changer. Donc, nos attentes sont vraiment placées, la barre est placée très très haute, puisque nous comptons que ces intellectuels peuvent nous aider à transformer, à éduquer, à former, à donner la forme à une jeunesse qui est une jeunesse qui a perdu l'orientation. Et ça c'est très important par rapport à la jeunesse. D'ailleurs, ce serait grave si je ne posais pas cette question. De par le monde, le Congolais aujourd'hui est présenté comme le raté, comme le corrompu. Il y a la corruption dans le sang. Le Congolais, il est moins intelligent que le Rwandais, pas de xénophobie, je parle. Vous êtes la preuve que le Congolais intelligent et intègre existe. Vous êtes la preuve qu'un Congolais peut travailler dignement et être reconnu par les instances internationales. Question directe. Aux jeunes qui nous suivent, moi j'anime l'émission avec des jeunes. Ces jeunes qui ont ce problème de modèle aujourd'hui au Congo, le modèle aujourd'hui pose problème, qui peuvent vous prendre comme modèle. Que doivent-ils faire pour qu'ils deviennent un jour un docteur Mukwege? Et la petite question, jamais de prix au Congo, vous en avez eu de par le monde, pas au Congo, qu'est-ce que ça vous fait? Vous pouvez peut-être être comme un repère de nous jeunes. Ce sera ma dernière question. Une très grande importance pour moi, parce que je crois que un pays, un peuple, une nation, les intellectuels constituent des générateurs d'idées, de la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avions donné beaucoup d'importance à l'avoir qu'à l'être. Je crois que ce sont des intellectuels, en fait, qui peuvent nous remettre dans cette situation où nous devons considérer que les penseurs ont une place dans la société, pas seulement des gens qui ont de mains matérielles. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent que nous puissions considérer qu'en dehors donc, du matériel, il y a le matériel qui permet à ce qu'un peuple puisse exister comme un peuple, qu'un peuple puisse s'exprimer selon des valeurs. Et je crois qu'il va de soi la perte de toutes les valeurs aujourd'hui ou les antivaleurs dans lesquelles nous vivons, c'est puisque tout simplement la classe d'intellectuels ne joue pas son rôle correctement. Effectivement, ce qui crée la confusion, ce qui sème la confusion, si aujourd'hui en fait, nous réclamons le retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui ont fait dérailler la Constitution, c'est malheureusement ces intellectuels qui font leur interprétation et qui nous amènent là où nous sommes. Mais je pense que s'il y a une prise de conscience des intellectuels de leur rôle qu'ils doivent jouer dans la société, et ces rôles, c'est en fait permettre à ce que nous ayons une société qui est fondée, basée sur des valeurs universelles qu'on peut trouver dans toute société organisée, il y a des valeurs que nous devons respecter. Et je pense qu'aujourd'hui, cet appel que nous faisons aux intellectuels, c'est pour qu'en fait, ils puissent se comporter comme le modèle dans la société, que le modèle que la jeunesse peut suivre et en fait imiter ces modèles pour pouvoir construire un Congo nouveau. Je crois que d'abord je vais rectifier. Les Congolais n'est pas la description que vous faites. C'est complètement faux. Mais en fait, vous savez qu'on devient, c'est que si vous répétez à votre enfant tous les jours que vous êtes idiot, vous n'êtes pas intelligent, cet enfant finit par ne pas être
intelligent, puisqu'il pense que tout le monde reconnaît que je ne suis pas intelligent. Moi, je crois que le Congolais, il n'est pas ces descriptions. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas intelligents. On essaie de nous faire croire que nous ne sommes pas capables. Mais je vous demanderai d'aller dans les universités. J'ai été dans beaucoup d'universités à travers le monde, et quelle n'a pas été ma surprise, je n'ai pas visité une seule université où je n'ai pas trouvé de professeurs congolais qui sont en train de former et les Japonais, et les Coréens, et les Européens, et les Américains. Je crois que nous devons vraiment nous ressaisir. Il faut absolument que notre jeunesse comprenne que nous sommes dans une mauvaise passe, mais ce n'est pas un qualificatif que nous pouvons accepter que le peuple congolais n'est pas intelligent. Je vous dis, pas dans une seule institution universitaire où j'ai fait des conférences, où je n'ai pas trouvé un Congolais qui occupe une position, qui est un chercheur, sur qui peut-être même l'institution compte. Le grand problème, c'est que lorsque nous ne revenons pas sur les valeurs universelles, telles que la vérité, telles que la raison, des valeurs telles que, par exemple, la justice et la liberté. Effectivement, lorsque nous perdons ces valeurs fondamentales, nous tombons dans une situation où les autres, et je viens de le dire d'ailleurs ici, ont l'impression que tout Congolais a un prix. Et si moi je dois donner une leçon à la jeunesse congolaise, c'est qu'il faut absolument, absolument refuser, si vous êtes digne d'être homme, vous devez être capable d'apprendre le mot que nous avions perdu, de dire non. Si vous n'êtes pas capable de dire non dans votre vie, vous avez perdu une partie de votre humanité. Et je crois que c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, tout c'est marchand. Vous devez discuter sur tout et on a l'impression que le Congolais a un prix. Mais lorsque nous allons commencer à former un noyau de jeunes que vous pouvez essayer de corrompre et qui sont capables de vous dire j'ai faim, mais cet argent, je ne l'accepte pas puisque je n'accepte pas les idées derrière cet argent. Je crois que les gens vont nous respecter. Et vous êtes capable. Vous dites que vous êtes jeune. Vous êtes capable de dire non. Vous êtes capable de vous donner des convictions morales. Dans mon discours hier, j'ai dit la chose qu'il faut en République démocratique du Congo, il faut commencer par la révolution morale. Il faut que nous puissions établir des valeurs et que ces valeurs, tout le monde puisse se dire, ce sont des valeurs que nous devons respecter. Et lorsque quelqu'un va à l'encontre de ces valeurs, que la société puisse avoir un regard sur cette personne. Mais aujourd'hui, si vous reprochez quelqu'un d'avoir volé, qu'est-ce qu'on vous dit? Yozaïma. Hein? Mais est-ce que c'est la seule façon de vivre? Quand vous posez la question à un jeune, il vous dit, bon ben, moi les aki libakou, donc nazoaki nanga, ezaki kop nangai. Mais ça nous amène où? Pourquoi nous ne pouvons pas penser qu'un Congolais, un jeune Congolais peut travailler normalement et gagner sa vie normalement? Et je pense que c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller à ce niveau-là où il y a des règles, où notre société est régulée par la loi. Peut-être beaucoup de jeunes qui m'entourent aujourd'hui, ici, vous travaillez, mais peut-être que vous n'avez pas de salaire. Puisque tout simplement, bon ben, j'essaie de faire quelque chose. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous exploite. Mais il ne peut pas vous donner. Où est-ce que vous allez vous plaindre? Nulle part. L'impunité est totale. Donc toute personne considère que je peux faire ce que je veux si tout simplement j'ai une petite parcelle de pouvoir. Ce sont ces valeurs-là. Si nous retournons à ces valeurs, nous allons étonner non seulement nos voisins qui nous méprisent, mais nous allons étonner le monde puisque le Congolais a des capacités. Nous avons en fait une richesse énorme. Ici à Kinshasa, c'est un mixage de combien de cultures, combien de langues, etc. Et je pense que ça, c'est une richesse qui, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas exploitée. Mais le jour où nous prendrons conscience de cette force que nous avons dans cette diversité,
et que cette diversité, nous puissions construire, trouver tout ce qui est de positif dans toutes les cultures congolaises, je crois que nous allons étonner l'Afrique, mais le monde également. Donc, ne croyez pas, il ne faut jamais, chers amis, croire que le Congolais, il n'est pas intelligent, le Congolais, il est corrompu, le Congolais, il est moins que rien. Nous valons, mais c'est le système qui nous tue. Et le système est fait pour effectivement nous amener à ces points. Et en ce qui me concerne aujourd'hui, il y a quelques mois, je n'avais pas la protection, mais depuis quelques mois, 3 mois, j'ai eu la protection de la MONUSCO. Je vis à l'hôpital et je suis protégé par la police égyptienne. La chose que moi et les malades et le personnel de l'hôpital nous apprécions vivement, puisque c'est la seule façon pour nous de pouvoir continuer à faire notre travail normalement. Facile, mais grande est notre conviction qu'il n'est pas trop tard pour l'humanité de changer de cap et de retrouver les principes fondamentaux d'équité. Mesdames et messieurs, l'expression « nous sommes dans le même bateau » n'a jamais été trop vraie que maintenant. Nantis ou démunis, nous devons penser à notre futur commun dans un monde commun. Si la richesse n'est pas la vocation essentielle et vitale de l'humanité, l'équité l'est. C'est assez à quoi travaillent beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté dans le monde et des fondations comme celle qui nous réunit aujourd'hui, la planète positive. Ces hommes, ces femmes et ces associations doivent être encouragés car la survie de l'humanité dépend des idées qu'ils vont proposer. Je vous remercie.